Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre au challenge d'Authentic Manga. Et son challenge, en quoi est-ce qu'il consiste? Il consiste tout simplement à montrer le premier manga qu'on a acheté par maison d'édition. Je trouve ça super intéressant puisque chacun va pouvoir justement avoir une liste très différente de l'autre. Et même si le manga est pareil, l'histoire à côté de l'achat du manga, elle est toujours différente. Ce qui fait que vraiment chaque liste est unique et c'est vraiment un plaisir de regarder toutes ces vidéos qui répondent à ce challenge d'Authentic Manga. Dans cette vidéo, j'ai 22 maisons d'édition à vous présenter, ce qui est quand même pas mal, donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur certains titres, sinon la vidéo elle va quand même durer assez longtemps. Et sinon, trêve de blabla, on va commencer directement avec la première maison d'édition. La première maison d'édition n'est autre que Kana Édition, puisque c'est dans cette maison d'édition que j'ai pu acheter mon tout premier manga, et il s'agit du tome 1 de Naruto. Donc Naruto, ça a vraiment été mon premier dans beaucoup de choses à travers le monde du manga et le monde de l'anime. Ça a été mon premier manga que j'ai lu, le premier manga que j'ai acheté, mais également le tout premier animé que j'ai regardé. En fait, pour la petite histoire, j'ai vraiment jamais acheté de manga, et quand je rentrais de l'école, à l'époque c'était sur Game One, il passait les Naruto pour ceux qui s'en rappellent, et je suis tombé, je pense, sur la première fois ou l'une des premières fois sur ce fameux combat entre Gaara et Lee. Je pense que c'est clairement un des meilleurs combats qui puissent exister, même encore à l'heure d'aujourd'hui, dans tout ce qui est Naruto. Je le mettrais vraiment dans le top 3, sans difficulté. Et je pense vraiment que même encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est un excellent combat. Et je pense que si quelqu'un tombe dessus, enfin tombe sur ce combat en tout cas, il ne peut que accrocher, je pense, au délire de Naruto, etc. et des combats en général dans les mangas. Donc Naruto débute très bien cette vidéo en tant que premier manga de chez Kana Édition. Direction Glénat maintenant avec un autre classique du genre, il s'agit de la Perfect Edition de Dragon Ball avec son tome numéro 1. Je vous ferai clairement pas l'affront de vous présenter Dragon Ball très clairement parce que c'est le classique, toujours confondu, je pense tout le monde connaît au moins de nom Dragon Ball, et je pense que cette Perfect Edition lui rend très bien hommage. C'est, je pense, l'une des plus belles Perfect Editions qui existent avec Full Metal Alchemist. Je pense que pour découvrir ou redécouvrir Dragon Ball, il n'y a pas mieux que cette très belle édition perfecte. Chez Kazé Édition, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas vraiment moi qui ai acheté ce manga, mais plutôt ma copine. Il s'agit du tome 1 de The Promised Neverland. Je vous explique un petit peu la petite histoire derrière. En fait, moi j'étais parti pour m'acheter le premier tome de The Promised Neverland parce que le synopsis m'intéressait beaucoup, et quand on est tombé dessus en librairie, on a découvert qu'il y avait une jaquette exclusive alternative qui a été dessinée par le très talentueux Benjamin Lacombe, et quand ma copine l'a vu, elle est ultra fan de Benjamin Lacombe, donc elle ne pouvait que l'acheter, alors que elle, les mangas, c'est pas trop ce qui l'intéressait. Donc j'ai réussi à me le faire offrir, tout ça parce que la couverture est une exclusive de Benjamin Lacombe. Sinon, The Promised Neverland, c'est vraiment un titre que j'ai adoré du premier au dernier tome. Je l'ai vraiment suivi avec sa parution, donc du premier tome au 20e tome, qui termine très bien la série selon moi. Certains ont été un petit peu déçus de la fin, moi je l'ai trouvé très très sympa. En tout cas, moi j'ai vraiment accroché à tout l'univers. Il y a un petit coup de mou au milieu du manga, mais moi franchement ça m'a pas du tout dérangé. Et c'est un titre que je peux que recommander tellement j'ai trouvé excellent du début jusqu'à la dernière page, le dernier chapitre. On enchaîne chez Panini Manga avec le premier tome de Demon Slayer. Demon Slayer, moi je l'avais commencé avec l'animé, j'avais regardé la saison 1 d'une traite que j'avais trouvé vraiment sublime, j'avais bien accroché à l'univers, et franchement l'animé rendait bien hommage au manga. Donc forcément j'avais envie de me procurer le manga et de continuer ma lecture pour découvrir un petit peu ce qui allait se passer. Mais pour vous donner un petit peu mon avis global sur toute la série qui est juste ici, donc les 23 tomes, moi, contre-courant d'un petit peu pas mal de gens, j'étais quand même assez déçu globalement du manga. Peut-être que j'en attendais un peu trop, mais moi la fin elle m'a pas vraiment spécialement convenu. J'ai trouvé le dernier chapitre un petit peu inutile, il tirait vraiment trop en longueur par rapport à ce qu'il voulait raconter. Les dessins, moi j'ai pas été vraiment sublimé, puis l'histoire je la trouvais, certes elle est simple, elle est efficace, mais vraiment peut-être trop simple. Je comprends vraiment tous ceux qui ont pu accrocher et qui trouvent Demon Slayer incroyable, mais moi ça n'a pas été vraiment un réel coup de cœur. C'est une bonne série que je peux peut-être conseiller, mais c'est pas la série où j'ai eu un réel coup de cœur en fait. Sauf l'animé où je le trouve vraiment incroyable et vraiment même au-dessus de énormément d'animés, c'est vraiment mon top 3 dans les animés.
On passe maintenant chez Kurokawa avec le tome 1 de One Punch Man. Donc One Punch Man, c'était dans la période du début où je reprenais les mangas. C'était il y a peut-être 4-5 ans, je dirais. Je me suis acheté un lot, c'était sur Le Bon Coin il me semble. Un lot où il y avait les 6-7 premiers tomes, donc je me les suis pris et j'ai vraiment clairement accroché au délire du manga. Donc ce héros Saitama qui est vraiment surpuissant, qui casse tout en un seul point, c'est quand même assez spécial. Enfin en tout cas c'était spécial quand c'est sorti, puisque le héros est vraiment invincible, il est vraiment surcheaté, il peut vraiment défoncer tout ce qu'il veut en un seul coup de poing. C'est toujours un manga que je suis actuellement, mais je me suis arrêté environ au tome 10-11 parce que le rythme de parution je trouve vraiment très lent. Je les achète tous encore petit à petit. Là je suis quasiment au tome 20-21, j'attends d'avoir une bonne salve pour les apprécier tous d'un coup et me faire un mini marathon. Direction maintenant Pika Édition avec la sublime édition collector de l'Atelier des Sorciers, tome numéro 1. Donc l'Atelier des Sorciers, c'est vraiment une des seules séries qui propose des collectors à chacun des tomes. Et c'est pas n'importe quel collector, enfin je les trouve assez élaboré. Chaque tome, j'achète plutôt le collector, puisque bien souvent il y a une couverture alternative, comme vous pouvez voir. Et c'est quelque chose dont je suis assez friand dans les collectors, c'est vraiment les couvertures alternatives. Je trouve que ça apporte un vrai plus, un petit truc en plus justement, et puis les couvertures sont globalement toujours plus belles que les originales. Donc l'Atelier des Sorciers, ce qui peut freiner peut-être certains à l'acheter, c'est vraiment son rythme de parution. Attendre quasiment un an pour un tome entre chaque, c'est vraiment très long. Mais au-delà de ça, je trouve vraiment les dessins sublimes. L'histoire elle est très sympa à suivre et je peux vraiment que vous conseiller ce titre, à part si le délai de parution peut vous freiner en quelque sorte. Chez Kiyun Édition, mon premier achat a été le premier tome de Reine d'Égypte. Donc Reine d'Égypte, je l'ai terminé récemment, il est actuellement terminé en 9 tomes et c'est vraiment une de mes séries coup de cœur, toutes maisons d'édition confondues, toujours confondues. Déjà tout simplement parce que j'adore l'histoire, j'ai fait une licence d'histoire, donc vraiment tout ce qui touche à l'aspect historique, j'adore complètement et je suis totalement client de ce genre de manga. Surtout tout ce qui touche à l'Égypte en général, c'est vraiment voire la période que je préfère en histoire, tellement elle est passionnante. À un tel point que j'ai fait pendant une année un cours qui consistait justement à apprendre à déchiffrer les hiéroglyphes. Donc oui, je pourrais déchiffrer certains hiéroglyphes, bon c'était il y a longtemps, j'en ai fait qu'une année, mais c'était vraiment cool. Et donc Reine d'Égypte, ça reprend vraiment l'histoire d'une des plus grandes reines d'Égypte qui est vraiment malheureusement pas très connue. Il s'agit de la reine Hatshepsut. Donc Hatshepsut, c'est vraiment une femme qui était encore plus puissante que Cléopâtre à l'époque, mais Cléopâtre on en a un peu plus entendu parler. La reine Hatshepsut, c'est vraiment la première femme pharaon qui a existé en Égypte. Et ce qui est très particulier à l'époque, parce que vraiment le titre de pharaon c'était vraiment réservé qu'aux hommes, et de voir une femme aussi puissante hissée justement à ce haut rang, c'était vraiment plaisant parce que c'est vraiment une femme de caractère. Et on la voit justement tout du long de Reine d'Égypte, entre le premier tome et le 9e tome, on la voit tout au long de sa vie qui a été pas facile quand même, très passionnante, mais elle n'a pas vraiment, je pense, eu une vie super heureuse. Donc vraiment si vous cherchez un titre historique qui est justement basé sur l'Égypte, on apprend pas mal de choses, je peux que vous conseiller Reine d'Égypte, il vaut vraiment le coup. On part maintenant direction Meian Édition, donc une maison d'édition qui est vraiment beaucoup appréciée. Petit clin d'œil à toi Clem Manga si tu passes par ici. Et mon premier achat manga n'a pas été... Non, ça n'a pas été Gunnibal, ça a été le premier tome de Grand Blue. Donc Grand Blue, j'avais commencé avec l'anime qui est sorti sur Amazon Prime, il n'était pas très connu. Et avec simplement 6 ou 7 épisodes, j'étais vraiment pété de rire. Il me fait vraiment rire ce manga. Et donc même sans avoir terminé l'anime qui est en 12 épisodes, enfin la première saison est en 12 épisodes, je me suis rué sur les 2 premiers tomes de Grand Blue. Et on peut dire que je suis clairement pas déçu parce que j'adore en tout cas l'humour assez beauf, faut le dire quand même, de la série. Je suis totalement client, moi ça me fait beaucoup rire. Et plus on avance dans les tomes, là je suis rendu au tome 8, 9, et plus c'est autant barré. C'est toujours aussi drôle, mais il y a toujours une histoire un petit peu de relation entre les personnages qui est vraiment appréciable. Il y a vraiment justement ce cocktail entre humour, plongée, et aussi vie universitaire, vie relationnelle, etc. qui se met en place. Et c'est vraiment super plaisant à lire. Je peux que vous conseiller de tester le premier tome, puisque rien qu'avec le premier tome, on peut voir si on accroche ou non à l'humour. Et croyez-moi, si vous accrochez au premier tome, vous allez adorer les prochains, c'est sûr et certain. Chez Mangetsu, maintenant, il y avait beaucoup de titres qui m'intéressaient, mais à chaque fois, je tardais parce qu'il y avait beaucoup de sorties
qui sortaient en parallèle, mais je me suis enfin lancé puisque j'ai acheté le premier tome de Awashi. Donc Awashi, j'avais hésité à l'époque où il sortait avec Blue Lock, je me suis dit que deux mangas de foot justement, ça pouvait justement faire un petit peu rappel à l'un et à l'autre, mais je pense que je me suis bien trompé en achetant beaucoup plus tard le premier tome de Awashi. Donc pourquoi je me suis trompé? Tout simplement parce que Awashi et Blue Lock, ils ont juste le foot en commun, sinon ça n'a rien à voir. Awashi lui se concentre beaucoup plus sur un football collectif, la vie justement d'un footballeur qui souhaite devenir joueur professionnel, et c'est un peu plus réaliste que Blue Lock à mon sens. Ici on va beaucoup plus parler tactique, collectif, esprit d'équipe, etc. Et c'est en ce sens que justement Awashi, je trouve qu'il fait un petit peu plus sens au football actuel. Donc que vous aimiez le foot ou non, je pense clairement que Awashi peut vraiment vous plaire. On passe maintenant chez Vega Dupuis qui détient l'un de mes coups de cœur récents manga. Il s'agit de Peleliu, le tome 1. Donc quand je parle du coup de cœur, c'est bien sûr toute l'entièreté de la série, pas seulement juste le tome 1. Donc j'ai découvert Vega Dupuis avec leur offre des 3 premiers tomes à 3€ pièce, qui était franchement une très belle opération. Et comme vous avez pu l'entendre précédemment, je suis un amoureux de l'histoire. Et Peleliu, je ne pouvais pas passer à côté tellement il est excellent. Donc dans Peleliu, on est vraiment en plein dans la Seconde Guerre mondiale où on va suivre un petit peu des Japonais qui vont subir la guerre face à des Américains qui sont vraiment trop puissants pour eux. Ils sont vraiment envoyés en tant que bétail sur l'île de Peleliu, donc qui est un petit peu plus au sud du Japon. Et on va suivre justement ce petit bonhomme qui décide qui veut plutôt être un mangaka plutôt qu'un soldat, donc il essaie vraiment de survivre avec ses camarades. Par contre, ne vous fiez pas au dessin un peu chibi, assez mignon. Justement, ça couvre vraiment l'histoire qui est vraiment, elle, très crue. Il y a des moments où justement, c'est assez choquant entre guillemets, et qui passe vraiment plutôt bien avec le contraste du dessin. Donc si vraiment vous aimez tout ce qui touche à l'histoire, Peleliu, foncez, allez vous prendre au moins les 3 premiers tomes et faites-vous votre propre avis, mais j'en suis certain que vous allez adorer. On reste toujours dans le côté historique chez Casterman avec le premier tome de Fenrir. Donc Fenrir qui s'est terminé récemment avec son 4e tome, qui d'ailleurs je trouve que la fin a été un petit peu rushée, mais ça c'est pas grave, on en parlera ailleurs. Mais en tout cas, Fenrir m'avait été envoyé par les éditions Casterman grâce à mon compte Instagram. J'avais pu faire mon propre avis et j'avais vraiment adoré. Donc c'est un titre à mi-chemin entre Vinland Saga et Kingdom, où on va suivre Temujin qui va justement créer un petit peu l'empire mongol qu'on connaît actuellement dans l'histoire, en fait, qui a fait pas mal de ravages. Et c'est vraiment assez plaisant puisque c'est tiré, en tout cas les personnages sont tirés de l'histoire et viennent s'ajouter un petit peu des éléments un petit peu surnaturels qui viennent consolider l'histoire, qui viennent la rendre peut-être un petit peu plus intéressant et pas seulement historique, mais en tout cas c'était vraiment très prenant. Chez Akata Manga, on reste un petit peu dans le registre histoire puisqu'il s'agit du one-shot du bateau usine. Alors le bateau usine, il y a une petite histoire aussi derrière l'achat de ce manga. En fait c'est vraiment pas un manga que je voulais acheter particulièrement, mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait une licence d'histoire et j'avais un cours de géographie sur le Japon, et cette professeure nous a donné une liste de 20-30 lectures à faire justement pour le semestre en cours, et dedans il y avait ce manga, vraiment ce manga, le bateau usine. Donc elle nous l'a conseillé dedans, et je me suis dit c'était le seul manga de la liste, j'adore les mangas, allez on fonce. Le bateau usine, c'est une adaptation déjà d'un roman qui est assez connu, où on va suivre dans les années 20 au Japon un groupe d'ouvriers qui va travailler sur un bateau que l'on va surnommer justement le bateau usine, tellement il dégage de fumée, tellement il est immense, tellement il y a énormément de gens qui peuvent y travailler. Sauf que ces travailleurs, c'est pas vraiment des travailleurs en soi, ils sont vraiment traités comme des esclaves, voire même des fois pire que des esclaves. Et c'est vraiment dans une période où le Japon craint un petit peu tous ses opposants, que ce soit la Russie et la Chine, c'est vraiment pas la bonne entente. Et ils cherchent vraiment qu'à faire que du profit, mais vraiment que du profit. Donc les patrons, ça va vraiment être les pires des des humains. Donc ils vont vraiment considérer pire que des bestioles ces ouvriers qu'ils ont justement à leurs soldats. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a un de ces ouvriers qui va vouloir se rebeller, donc ils vont commencer à monter une sorte de rébellion à l'intérieur. Sauf que vu que c'est assez réaliste, il y en a qui vont se désister, qui vont quand même avoir peur parce qu'ils sont quand même bien entourés
de l'armée en général dans le bateau, donc c'est vraiment assez compliqué. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un très très bon titre. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Moi, tout ce qui est friand d'histoire et tout ça, je peux que vous le conseiller si vous aimez justement un petit peu ces récits historiques. Et pour appuyer justement un petit peu la chose, c'est pas que basé sur des faits réels ou alors une ambiance historique, c'est vraiment une histoire qui s'est réellement passée. On termine avec les titres historiques chez Nobidobi. Je me suis acheté le one-shot de Marie-Antoinette, donc là c'est vraiment un petit peu une biographie très exagérée de Marie-Antoinette, donc c'est un personnage très connu, donc la femme de Louis XVI, etc. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, cette collection, elle est vraiment très sympathique pour découvrir un univers, un personnage en particulier. D'ailleurs, Bellambule avait fait une vidéo justement sur ce type de manga qui est très intéressante, je vous invite à aller la voir, juste ici. Et ben, je trouvais ça très sympathique justement pour découvrir un petit peu l'univers du personnage. Ça va pas plus loin, mais en tout cas, c'est un très bon point d'entrée pour moi pour découvrir les personnages. Fini les titres historiques, maintenant on va passer chez Delcourt Tonkam avec le premier tome de DeadTube. Donc DeadTube, ça m'avait été conseillé par un Instagrammeur et que je remercie parce que c'est vraiment une lecture popcorn, comme peut le dire Authentic Manga. C'est vraiment un manga qu'on prend, qu'on lit, qu'on pose son cerveau juste avant de le lire et qu'on passe justement un bon moment, on n'a vraiment pas besoin de réfléchir. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut prendre un tome tous les 2-3 mois. On va passer un bon moment, on n'a pas besoin de relire les tomes juste avant pour se rappeler de l'histoire. Et ça, je trouve assez appréciable. Parce que maintenant, on a des fois besoin de relire le tome précédent pour se rappeler de l'histoire. Non, avec ça, il n'y a vraiment pas besoin. Par contre, je ne le conseillerais pas à tout le monde parce que c'est quand même pour public très averti. Il y a du gore, il y a de la violence, il y a du sexe. Je le conseillerais pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est un très bon titre. Chez Soleil Manga, j'ai pas beaucoup de titres de chez eux, mais j'en ai un qui s'appelle La fille du temple Osha que j'avais acheté à la Japan Expo il y a peut-être 2-3 ans de ça, il y a un moment, donc c'est avant le Covid. Et c'était un titre assez chill, assez sympa à lire. Voilà, la couverture est sympa, l'histoire est sympa. Est-ce que je vous le conseillerais? Peut-être pas non plus, mais au moins c'est un titre sympa dans la mangatech. Voilà, au moins c'est fait. La pile descend, on arrive petit à petit à la fin des mangas à présenter. On va passer maintenant chez les éditions H2T avec le premier tome de Brigade d'Outre-Tombe. Donc Brigade d'Outre-Tombe, déjà j'ai succombé avant de lire le synopsis à la couverture que j'aime beaucoup. Donc déjà c'est un titre fini en 3 tomes et il y a un petit peu cette ambiance Stranger Things que j'ai vraiment bien apprécié. Donc des premières saisons, un petit peu une brigade qui va chasser un petit peu les fantômes. J'ai vraiment bien apprécié, il y a vraiment une ambiance assez cool. Ça se lit bien, l'histoire est sympa, assez prenante. On espère retrouver peut-être plus tard la petite brigade qui est vraiment sympathique. Mais en tout cas, c'est le premier titre de chez H2T que j'ai en ma possession. Chez Komiku, ça a été le premier tome de L'Enfant du Dragon Fantôme. C'est un titre que je trouvais très très beau, déjà visuellement je le trouvais très très beau. Je l'ai lu, par contre l'histoire... j'ai moins été convaincu. En fait, on va suivre justement l'histoire, enfin les petites histoires de cet enfant qui va être élevé par ce dragon. Donc, un dragon fantôme squelettique qui est mort. Voilà, c'est un petit peu l'histoire, mais on va voir un petit peu leur quête, leur chasse. Ils vont accepter des quêtes par-ci par-là dans les villages pour essayer de se faire de l'argent, etc. Voilà, l'histoire elle avance pas plus que ça. J'ai trouvé ça très beau, l'histoire. J'ai pas été très convaincu, donc je ne le conseillerais pas forcément. Mais voilà, c'est un titre sympa, mais vraiment sans plus, sans plus. Chez Ototo, par contre, un titre que j'ai terminé récemment, il s'agit du tome 1 de La Petite Faiseuse de Livres. Alors autant d'habitude, j'aime pas trop les isekai, je suis pas trop fan. Là, c'est un isekai assez original. Donc pour vous présenter rapidement l'histoire, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a environ 18-20 ans, qui, ça y est devenue libraire, son rêve. Sauf que malheureusement, elle se fait tuer, elle se fait ensevelir par tous ses livres et elle se réincarne dans la peau d'une petite fille de 6 ans, mais dans un autre monde où les livres n'existent pas. Ce qu'elle veut faire justement, cette petite qui va s'appeler Main, elle va vouloir à tout prix chercher comment faire des livres. Donc ça passe par le papier, par l'encre, par l'écriture, etc. Et on va la suivre au-delà de 7 tomes et j'ai trouvé ça assez prenant, assez plaisant. Donc pour un isekai, c'est vraiment l'un des isekai, voire peut-être l'isekai que je préfère. Et je vous le conseille, c'est vraiment plutôt un bon titre. Plus que 4 titres maintenant, on y arrive. Donc maintenant on va passer aux éditions
un peu moins connu qui débute donc aux éditions Château de Château. Je me suis pris le tome 1 de N-Rollback. N-Rollback, c'est une série finie en 3 tomes, c'est un petit peu un thriller. Donc dans ce titre, on va suivre justement ce personnage où la sœur a été contrainte de se suicider parce qu'elle a été victime d'harcèlement. Et en tout cas, sa motivation, ça va être d'essayer de retrouver son harceleur et justement de venger sa sœur, ou alors même, on ne sait pas encore pour l'instant, d'essayer d'empêcher son suicide. En tout cas, c'est vraiment un titre très prenant. J'attends les 2 prochains tomes pour vraiment me faire un avis complet sur la série, mais je trouve que c'est un très bon thriller et je peux vraiment vous le conseiller si vous êtes fan du genre et que vous aimez un petit peu ce délire d'enquête. Chez Silenium Création, donc une maison d'édition pas très connue qui a débuté très récemment, on m'avait envoyé en service presse le tome 1 de Rando. Donc Rando, c'est un manga fait par des Français, donc ça c'est assez plaisant. Et quand on m'a proposé de le découvrir, j'ai pu que accepter parce que déjà manga est français, ça avait l'air d'être déjà très sympa et la couverture je la trouve déjà assez jolie. Les dessins à l'intérieur sont pas non plus très bien faits dès le début, mais on voit que l'auteur déjà s'améliore de page en page. Déjà vers la fin de ce tome là, c'est vraiment déjà plutôt bien dessiné. Donc pour l'histoire, elle est assez complexe en fait. Pour résumer très brièvement, ce personnage il va vouloir sauver sa mère, donc il va devoir aller chercher une plante qui va pouvoir la soigner dans une ville remplie de brigands, de mafieux. Et il va avoir un petit peu un délire surnaturel où il va recevoir un petit peu de la force, des personnes un petit peu qui vivent dans un autre monde, etc. Mais c'est assez complexe pour expliquer, mais c'est un bon premier titre. Si vous avez l'occasion de l'essayer, je peux vous le conseiller. Peut-être pas le meilleur manga fait par des Français, mais c'est un bon titre. On reste toujours dans les mangas français avec cette fois-ci chez Ankama Édition avec le premier tome de Space Punch. Donc Space Punch, déjà je l'avais acheté parce que j'avais pu rencontrer l'auteur. J'ai eu le droit même à une petite dédicace personnalisée. Je savais pas du tout de quoi il parlait, mais vu que j'avais l'auteur, autant le faire dédicacer et franchement j'étais plutôt surpris, j'ai bien accroché au délire de Space Punch. Donc on va suivre justement 2 frères que tout oppose, qui s'apprécient pas vraiment mais ils ont le même but, un petit peu éradiquer la pègre de la ville dans laquelle ils vivent. Sauf que un des frères va être policier, va la faire de manière un petit peu plus légale et son petit frère va justement la faire un petit peu plus, pas de manière très légale. Ces deux-là vont avoir un pouvoir qui va leur permettre de réaliser un petit peu leurs ambitions. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ce premier tome, c'est assez convaincant, les dessins sont assez beaux. Et rien qu'avec le premier tome, j'avais envie de savoir la suite. Dernière maison d'édition, et ça y est, on en a enfin terminé. Il s'agit de Nazca Édition avec Ichigo Stories. Donc on reste ici pour terminer dans les mangaka français. Donc ça va être un petit peu un recueil de petites histoires d'un duo de mangaka qui s'appelle Anne et Mint. Et donc j'avais participé à la campagne collaborative pour créer ce manga parce que projet manga plus français, moi ça m'intéresse et j'ai envie de soutenir ce genre de projet. D'ailleurs j'ai pu aussi avoir une petite dédicace, donc ça fait toujours plaisir. Et pour revenir sur le contenu justement de ce manga, c'est sympa, c'est très bien dessiné. Après les histoires sont sympas sans plus, mais c'était surtout pour soutenir un petit peu ce duo de mangaka et rien que pour ça c'est déjà très cool. Ça y est, on en a terminé avec cette petite présentation des mangas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.